franceculture.fr. Les matins de France Culture, Hervé Gardette. Il est 7h41 et on m'a posé cette question hier au bureau. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de faire une émission sur le sexe pendant les vacances de Noël? Parce que c'est plutôt l'été d'habitude. Eh bien, le fait est que ce n'est pas tout à fait faux. En tout cas, ça ne l'a pas toujours été. Longtemps, le sexe fut relégué soit dans les numéros spécialités des magazines, soit dans la presse féminine. Mais les choses sont en train de changer. Ainsi, depuis 2015, le journal Le Monde publie une chronique hebdomadaire sur la sexualité. Et son auteur est justement avec nous. Bonjour Maya Mazorette. Bonjour Hervé Gardette. Vous êtes journaliste, chroniqueuse donc pour Le Monde sur les questions liées au sexe et à la sexualité, mais également pour des magazines comme GQ, Uzbek Erika, on va peut-être pas tous les citer. Vous publiez justement un recueil de vos meilleures chroniques aux éditions La Martinière, Le sexe selon Maya, au-delà des idées reçues. Et puis un deuxième livre, qui compte d'ailleurs aussi pour deux, on pourrait presque dire que vous en publiez trois dans les prochains jours, Sortir du trou, lever la tête. J'ai eu cette petite hésitation parce qu'il faut retourner le livre qui se lit dans les deux sens. Et c'est publié dans la collection Sex Appeal chez Anne Carrière. Vous vous présentez, enfin je ne sais pas si c'est vous ou si on vous présente de cette manière, comme une sexperte. Qu'est-ce que c'est qu'une sexperte et en quoi c'est différent d'un ou d'une sexologue par exemple? Alors c'est différent parce que pour être sexologue, il faut avoir suivi des études et moi je suis journaliste. En fait, je suis chroniqueuse. Et on ne fait pas d'études quand on est journaliste? J'ai fait des études de journalisme, mais au début, quand j'ai commencé à parler de sexualité, quand on a commencé à m'appeler sexperte, parce que c'est un petit néologisme qui fonctionne bien, je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas être experte en ça. Et puis finalement, il y a peut-être 5 ans, je me suis dit bon bah d'accord, ok très bien, sexperte c'est clair, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et puis c'est vrai que maintenant, ça fait 15 ans que je parle de ça tous les jours, et qu'on développe en effet une expertise. C'est quoi le masculin de sexperte, Maya Mazorette? C'est sexpert, mais on n'est pas très nombreux en fait. C'est pour ça on que je est vous pose la question. principalement des femmes. Il y a Damien Mascret qui est au Figaro, qui est le sexpert français, mais ensuite on est plutôt des femmes. Et il y a une raison à ça en fait, c'est qu'on imagine que si un homme parle de sexe, alors forcément c'est un pervers, qui va en fait faire ça parce qu'il y trouve un plaisir un peu voyeuriste, alors que si on est une femme et qu'on parle de sexe, eh ben on est quand même un ange, et puis on imagine qu'on fait ça que pour la théorie et qu'on ne fait pas de pratique en tout cas. Mais quand vous dites ça, ça veut dire que vous avez rencontré des hommes qui auraient pu être tentés par cette discipline et qui ne l'ont pas fait par peur justement d'être mal jugés? Alors la discipline en fait elle existe seulement depuis 10-15 ans, c'est-à-dire que dans les écoles de journalisme justement il n'y a pas de cursus sexologie, et on voit bien qu'en fait c'est aussi parce que le sujet est rentré de plus en plus dans l'actualité qu'on a eu besoin de spécialistes, parce que qu'on parle de pornographie, de prostitution, du mouvement MeToo, eh ben, on a besoin de compétences, bien sûr, mais on a aussi besoin d'une mémoire. Parce qu'en sexualité, on est aussi abreuvé de chiffres. Et c'est vrai que si on ne connaît pas l'étude qui a été faite avant ou l'étude qui a été faite dans un autre pays, eh ben, on a vite fait de raconter un petit peu des bêtises et de tomber justement en fait, dans ces articles des magazines féminins ou des magazines de l'été où le sexe est forcément léger. Est-ce que c'est léger? Moi, j'en suis pas sûre, parce que ça a trait à un peu tout, l'économie, la politique, l'art, et puis bien sûr alors tous les débats sociétaux qu'on a en ce moment. Pour rester encore un instant sur la nature très genrée de la sexpertise, il se trouve qu'il y a eu un article tout récent dans votre journal, le journal Oui. Le Monde, sur justement le journal qui a interrogé un certain nombre de ces experts. Et il y a Ovidie. Alors Ovidie, qui est une ancienne actrice de film X, qui milite beaucoup aujourd'hui pour une pornographie beaucoup plus éthique, et qui, elle, a une explication qui me paraît peut-être un petit peu différente de la vôtre, Maya Mazorette. Elle dit, s'il y a plus de femmes, c'est parce que le désir de faire ce qu'on veut de notre corps sans être jugé nous pousse à écrire, et que ce désir-là, il existe moins chez les hommes. Donc il y aurait peut-être aussi un côté un peu militant, en tout cas, dans cette démarche-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ou alors un côté un peu cathartique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dont on parle beaucoup, c'est le slut-shaming. Alors en bon français, la culpabilisation des salopes. Désolée pour les mots grossiers le matin. Et c'est vrai que quand on est une femme, qu'on veuille pratiquer la sexualité ou qu'on veut même en parler, il y a quand même énormément de barrières à l'entrée. Moi, quand j'ai commencé, je me souviens, c'était en 2001, je dirais que la moitié des commentaires que je recevais, c'était justement pour me culpabiliser, pour dire qu'en tant que femme, j'aurais pas droit normalement de parler de sexe. Et quelque part, on n'est pas encore complètement sorti de cette période, parce que dans les commentaires du Monde, chaque semaine, je peux voir que se dessine en fait un espèce de portrait en creux de qui a le droit de parler de sexe aujourd'hui dans la société.
Et en tant que femme, forcément, je ne parlerai que pour les femmes, ou alors que pour les hommes. En tant que jeune femme, je ne pourrais pas parler de la sexualité des vieux. Donc il y a une espèce de compartimentalisation comme ça, comme si en fait il n'y avait pas de savoir sexuel, et comme si chacun parlait un peu de soi. Et une fois encore, c'est un héritage de la vieille presse en sexo, où c'est un peu, je raconte ma vie, c'est un peu Sex and the City en fait. Sauf que moi, dans mes articles, je parle jamais de moi en fait. Sex and the City, pour celles et ceux qui seraient passés totalement à travers cette série. Alors ça remonte déjà il y a quelques années. C'était Oui. une série qui met en scène des femmes très libérées, on va dire, dans l'approche de leur sexualité. Enfin, libérées, pas tout le temps d'ailleurs. Et il y a notamment un personnage central qui s'appelle Carrie Bradshaw, qui fait le même métier que vous. Oui. Je ne sais pas si d'ailleurs ça a été une source d'inspiration pour vous. Pas En du plus, je tout. crois que vous vivez à New York, c'est ça? Exactement, non, c'est Là un où se déroule repoussoir la série. total. Non, donc effectivement, ça montrait une image très glamour des sexpertes avec des talons aiguilles incroyables, des appartements de 200 mètres carrés dans le Village à New York. La réalité du terrain, c'est qu'on est payé comme des journalistes, donc pas forcément une fortune. Mais par contre, effectivement, le boulot est vachement intéressant parce que la sexualité, c'est... je sais qu'on en parle souvent de manière assez négative, comme si forcément c'était que les choses, justement comme la pornographie, la pédophilie, la prostitution, donc des choses très négatives. Mais ça reste encore aujourd'hui la modalité de l'expression de l'amour et du désir. Et moi, quand je me lève le matin, j'ai plutôt envie de penser à ça. Que le sexe, c'est pas que les scandales, c'est aussi des moments de plaisir, des choses aussi qui sont bonnes pour la santé, des choses qui sont bonnes pour le moral. Donc voilà, une espèce de... C'est comme en fait être critique gastronomique, je trouve. Je reste encore un instant sur votre approche du métier, Maya Mazorette. Vous parliez de terrain. C'est quoi le terrain quand on est une sexperte? C'est-à-dire comment est-ce que vous documentez vos chroniques qui ont, je trouve, cet intérêt que n'ont peut-être pas toujours d'autres chroniques que vous évoquiez dans la presse féminine, par exemple. C'est-à-dire que c'est vraiment une approche journalistique de la question. C'est ça qui les singularise, à mon sens. Oui, il y a plein de terrains en fait. Parce que j'ai justement des copines sexpertes qui vont beaucoup dans les soirées, qui vont voir ce que les gens font. Alors, je ne sais pas, dans les milieux libertins ou BDSM. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai le nez dans les livres, et notamment dans plein de publications qui existent partout dans le monde, dans les universités notamment, avec beaucoup de publications académiques. Et ça permet, en fait, quand on est journaliste, de ne pas parler de la sexualité un peu aspirationnelle, qu'on pourrait imaginer, la sexualité des stars, la sexualité parfaite, et de toujours avoir le nez collé au réel, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens font. Et il se trouve que c'est des chiffres qu'on n'avait pas forcément il y a 50 ans et qu'on commence à avoir de plus en plus, qui permettent de savoir pas seulement en fait combien on a de partenaires ou combien on a de rapports sexuels, mais aussi vraiment très précisément ce que les gens font. Et plus ça va, plus ces études sont détaillées, et plus ça me permet de dresser un portrait de la société sexuelle française, qui, j'espère, est aussi juste que possible. Mais qui ne sort pas de mon imagination, qui est, j'espère, la vraie vie. Alors, dans votre recueil de vos chroniques, Le sexe selon Maya, vous fonctionnez par thématique. Et la première thématique que vous abordez, Maya Mazorette, c'est le corps et les organes sexuels. Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir, non pas sur peut-être l'existence de ces organes, mais sur leur fonctionnement? Est-ce que, je ne sais pas, la science, par exemple, s'en préoccupe et donne des éclairages nouveaux depuis, je ne sais pas, c'est quelques mois ou quelques années en tout cas? Ah, mais bien sûr. En fait, on a l'impression que notre corps, c'est quelque chose d'intangible, comme ça, qui est en adéquation avec un discours anatomique, par exemple. Mais alors, pas du tout. Par exemple, quand j'ai publié en 2009, donc ça ne nous rajeunit pas, La revanche du clitoris, à ce moment-là, on ne parlait pas beaucoup de clitoris. Mais c'est pas du tout fini, en fait. Parce que quand on parle du corps féminin, du coup, si on part du principe que le clitoris est aussi important que le vagin, alors on a un sexe féminin qui est à la fois interne et externe. Et le chantier suivant, c'est le corps masculin. Parce que quand on parle du sexe des hommes, on parle toujours du pénis. Mais le système génital, donc le sexe des hommes, c'est toute la tuyauterie interne, c'est aussi les testicules et c'est aussi bien sûr la prostate. C'est-à-dire que pour les hommes aussi, quand on dit le sexe des hommes il est actif, il va vers l'extérieur, sauf quand on pénètre les hommes en fait. Donc on se rend compte qu'on a hérité de structures qui nous viennent de l'Antiquité grecque et romaine, qui veulent que tout soit à l'intérieur pour les femmes, que tout soit à l'extérieur pour les hommes, et il se trouve que c'est pas vrai. Et si je peux rajouter une petite anecdote là-dessus. Allez-y. En anatomie, la face dorsale du pénis est côté ventre, la face ventrale est côté dos. Pourquoi ? Parce que la position anatomique standard du pénis, c'est l'érection. Et que des scientifiques aient décidé que par défaut, le corps d'un homme sera en érection, là on voit bien que c'est de l'idéologie, on voit bien que c'est de la politique. Et pour moi, c'est vraiment intéressant de faire ce boulot-là parce qu'on se dit que quelque chose de si naturel que le corps,
Naturel, attention, hein. C'est pas si naturel que ça en fait. Vous évoquiez le cas des testicules, c'est l'objet d'une de vos chroniques, Maya Mazorette, c'est un peu les mal-aimés, voire les malmenés d'ailleurs du sexe, masculin. Qu'est-ce qu'on apprend, par exemple, sur cette partie du corps, masculin? Alors on apprend que les testicules sont le témoin de la virilité parce que dans l'étymologie, ça veut dire, testis, c'est les témoins. Donc en fait, les testicules pendant l'acte sexuel vérifient que le pénis fasse bien son boulot et ça leur donne finalement une espèce de position comme ça secondaire qui fait que c'est aussi aujourd'hui un petit peu oublié dans les rapports sexuels où on se dit l'homme c'est que le pénis. Et on a aussi des hommes d'ailleurs qui propagent ce genre de discours en disant voilà, l'homme c'est facile, l'homme c'est simple. Euh, et c'est un peu dommage en fait parce que la sexualité pourrait être tellement plus complète, tellement plus vaste, on pourrait avoir un répertoire sexuel incroyable si on rassemblait le corps des hommes et des femmes évidemment qui a beaucoup été découpé en morceaux. Mais là j'ai vraiment l'impression qu'en fait cette volonté en fait d'avoir des bases qui nous permettent d'avoir des choses qu'on sait faire nous empêche finalement de nous rendre plus vulnérables et de dire ah ouais, je vais peut-être essayer ça. Et sur les testicules par exemple c'est intéressant parce que quand on regarde si les hommes aiment qu'on touche cet endroit-là ou pas, on en a plein qui disent ah non, faut surtout pas toucher, ou alors il y en a qui disent si, il faut toucher. Et on peut rencontrer des hommes qui aiment par exemple qu'on serre très fort. Et je sais que quand je dis ça, c'est très contre-intuitif, mais quand on parle de sexualité, il y a en fait un espèce de mouvement de balancier qui est que les gens voudraient savoir quels sont les chiffres, quelle est la norme, ce qu'il faut faire, comment est-ce que je peux être comme le voisin, et comme ça je suis légitime. Et une fois que moi je leur ai donné ces chiffres, je remarque que souvent, il y a une contestation immédiate des chiffres, en disant « Ah, mais pas moi, mais pas du tout, mon pénis ne fait pas cette longueur, mon rapport sexuel dure plus longtemps que celui du voisin ». Comme s'il fallait à la fois comprendre la norme parce que ça nous rassure, et s'en éloigner immédiatement, parce qu'évidemment, on n'a pas envie d'être des statistiques, on a envie d'être des individus, parce qu'en sexualité se joue quelque part une vision qu'on a de nous-mêmes qui serait la plus essentielle possible, qui serait la plus naturelle possible. Et évidemment, tout ça, c'est à déconstruire. Vous ne donnez pas seulement des statistiques, Maya Mazorette, vous expliquez aussi le fonctionnement de certains organes. Est-ce que vous considérez que pour bien les faire fonctionner, il faut bien comprendre comment ils fonctionnent? Alors, en général, on obtient de meilleurs résultats dans tous les domaines si on a plus de connaissances. En sexualité, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une espèce de prime à l'ignorance qu'on constate par exemple dans le choix de nos partenaires, les hommes C'est-à-dire comme les prime à femmes. l'ignorance? C'est-à-dire qu'on considère qu'il ne faudrait pas trop en savoir. Parce que si on en savait trop, quelque part, on serait en position, par exemple, de juger notre partenaire. Et j'ai l'impression, notamment pour les hommes et aussi pour les femmes, quand il y a plus de 2-3 partenaires sexuels dans une vie, on se dit, elle ou lui a trop couché, il en sait trop, comme si, en fait, la sexualité arrivait en quantité limitée et que si on en donnait trop, si on en dépensait trop, et à l'arrivée, il n'y allait plus rien à voir. Et on voit ça des fois chez certains couples qui se mettent ensemble et qui se disent « Ah bah non, on va pas tout de suite faire une fellation, une sédomie, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fera dans 2 ans? Qu'est-ce qu'on fera dans 5 ans ?» Et c'est assez intéressant parce qu'évidemment, il y a 1 million de choses à inventer. Et là, on se rend compte en fait que notre culture occidentale a dessiné un espèce de territoire du sexuel qui est assez limité et où il y a finalement la sexualité légitime. Alors c'est évidemment la pénétration vaginale, et tout le reste qui serait un petit peu bizarre, un petit peu dangereux. Mais c'est dommage de penser comme ça parce qu'il y a plein de trucs à faire. Tiens, alors à ce sujet et sur la question de savoir ce qu'il faut faire et à quel moment, je vous propose d'écouter un témoignage qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps dans l'émission Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund. C'était le 11 novembre dernier, une adolescente qui raconte sa première fois. Ma première fois, c'était quand j'avais 15 ans. Et j'étais avec mon copain depuis 3 semaines. On était chez moi et on s'était déjà vus. On avait déjà fait des préliminaires et tout ça, mais on n'était jamais passé à l'acte. Et pour nous, la fellation et tout ça, c'est des préliminaires en fait. Mais pas justement la pénétration, c'est autre chose et c'est justement faire l'amour. Et d'un seul coup, on était en train de faire les préliminaires et il m'a dit j'ai envie de toi. Et je l'ai regardé, j'ai fait moi aussi. Je comprenais pas trop parce que on était déjà en train de faire des trucs, donc je comprenais pas. Il m'a fait non mais moi j'ai très envie de toi, et donc c'est là que j'ai compris que justement il voulait passer à l'acte. Et il m'a demandé si j'étais d'accord, je lui ai dit que c'était comme il voulait, et voilà, on l'a fait et c'était cool. Par contre j'avais un miroir orienté de façon à ce que je me voie, donc c'était assez désagréable juste de me regarder et de voir que j'étais en train de faire l'amour, j'avais peur. Mais c'était marrant quand même, c'était marrant. Voilà, je vous ai vu sourire, écarquiller les yeux à l'écoute de ce témoignage. Maya Mazorette, vous en pensez quoi? C'est l'ascenseur émotionnel. Oh là là, par où commencer? Non, c'est très intéressant ce qu'il raconte. Alors, faut pas se moquer des témoignages des personnes de 15 ans qui héritent du monde qu'on leur donne. Euh,
Elle différencie les préliminaires de l'acte. Elle dit que faire l'amour, c'est pas vraiment faire du sexe. Et évidemment, ça n'a aucun sens parce que préliminaire, préliminaire à quoi? Forcément la pénétration vaginale. Et on sait bien que quand on est une femme, et là c'est une jeune femme qui parle, environ un tiers des femmes arrivent à jouir seulement vaginalement, c'est-à-dire seulement par ce qu'elle appelle l'acte. Mais évidemment que la fellation, c'est un acte sexuel. Alors, jurisprudence Clinton, évidemment. Mais la masturbation partagée aussi, le massage. En fait, le sexuel, c'est tout ce qu'on en fait. Et c'est dommage parce que quand on explique que seul, alors faire l'amour, enfin que faire l'amour, c'est forcément la pénétration vaginale et que seul ça est un acte sexuel, alors finalement, on délégitime tout un champ de pratiques qui sont vachement jouissifs, qui marchent très bien et qui des fois marchent mieux sur les femmes et qui marchent mieux sur les hommes aussi, au prétexte que ce serait pas suffisamment du bon sexe. Et là, Mais est-ce que cette jeune femme, cette jeune fille n'est pas un peu jeune pour avoir de toute manière une appréciation aussi globale de ce qu'est le sexe et la sexualité? À votre avis, vous vous excusiez d'ailleurs tout à l'heure en disant, voilà, vous avez prononcé le terme de salope en disant, peut-être que pour les plus jeunes de nos oreilles, ça peut être quelque chose qui va heurter. Ça sera peut-être d'ailleurs plus les parents qui seront dérangés. On verra bien si on a du courrier ou pas. Mais est-ce qu'il y a un âge pour commencer, d'après vous, à parler de ces questions aux enfants, aux adolescents? Je vais vous faire une réponse un peu différente. C'est que si on n'en parle pas tôt, alors c'est la pornographie qui va le faire à notre place. L'âge moyen de la première consommation de pornographie en France en ce moment, c'est 14 ans et 5 mois. Et on n'est pas encore complètement sûr de ces chiffres. Par exemple, sur votre antenne, France Culture, il y a la réalisatrice Ovidie dont vous parliez tout à l'heure, qui a fait une série dans une histoire particulière ou dans la série documentaire en 4 épisodes où elle est dans les collèges. Et on voit bien que les adolescents, ils rigolent en disant que peut-être des fois à 10, 11, 12 ans, ils vont commencer à regarder de la pornographie. Donc moi, je veux bien qu'on ne parle pas de sexe aux enfants, mais quelqu'un d'autre leur en parlera. Et on se rend compte que quand les parents et l'école, qui se trouvent toujours jamais assez légitimes finalement pour parler de ce genre de sujet, quand les parents font le boulot, ça fait des enfants qui commencent plus tard leur sexualité, qui se protègent mieux et qui ont moins de problèmes de consentement. Donc allez-y les parents. Alors le problème évidemment, c'est que les gens là, ils se disent mais comment je fais ? Là, ce soir, entre le camembert et la salade de fruits. Non, il faut commencer, en fait, aussi tôt que possible, et évidemment s'adapter à l'enfant. Et l'enfant, en fait, il a plein de questions, il suffit de l'écouter. Alors, au début, ça va plutôt être comment est-ce qu'on fait des bébés. Ensuite, peut-être vers 10, 11 ans, quand on commence à avoir une vision de soi-même, comment est-ce que mon corps change, parce qu'évidemment, aujourd'hui, les pubertés sont assez précoces. Et ensuite, seulement passer au sexe relationnel. Quand les gens disent qu'il ne faut pas parler de sexe aux enfants, ils imaginent qu'on va tout de suite, justement, parler de pratiques extraordinaires. Non, pas du tout, mais répondre à leurs questions et surtout pas penser qu'on va préserver une espèce d'innocence des jeunes alors que c'est une innocence à partir du moment où ils ont un smartphone et ils vont à l'école, elle est fichue. Les enfants ont des questions, les adultes en ont aussi. Oui, c'est sûr. quoi pour vous la grande question à laquelle vous aimeriez trouver la réponse aujourd'hui en matière de sexe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un domaine qui reste encore trop mystérieux pour vous? C'est une excellente question. Enfin une. Et Non, puis vous non, avez c'est plus pas que ce 30 que je secondes. voulais dire. Non, je Non, plaisante. c'est le jour où on pourra répondre à la question de qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui est culturel. Ça me plairait bien d'avoir la réponse à cette question-là. Vous avez une vingtaine de minutes pour y réfléchir. Parfait. Peut-être. On se retrouve après le journal. Vous serez rejointe, Maya Mazorette, par la sociologue Nathalie Bajos, qui travaille sur l'étude des comportements, notamment des adolescents à l'égard de la sexualité. Je rappelle donc que vous publiez Le sexe selon Maya, c'est aux éditions La Martinière, et Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière. 7h-9h, les matins de France Culture, Hervé Gardette. Et à 8h21 sur France Culture, nous continuons à parler de sexualité ce matin, de son actualité et de ses évolutions, notamment en termes de représentation, avec toujours Maya Mazorette, journaliste. Vous tenez une rubrique hebdomadaire, Le sexe selon Maya, dans le journal Le Monde. Les éditions La Martinière publient un recueil de vos 50 meilleures chroniques. Et puis par ailleurs, chez Anne Carrière, Sortir du trou, lever la tête. C'est un double essai consacré au désenchantement de la sexualité contemporaine et à son antidote, une sexualité optimiste, ludique et
éthique. Et puis nous a rejoint dans ce studio Nathalie Bajos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheuse en santé publique, directrice de recherche à l'INSERM. Vous avez mené une enquête, enfin vous en avez mené un certain nombre, mais il y a un baromètre santé 2016, genre et sexualité, d'une décennie à l'autre. Est-ce que la sexualité, ses représentations, Nathalie Bajos, ont beaucoup évolué? Est-ce qu'en tout cas la décennie, c'est la bonne période pour essayer de mesurer les évolutions sur ce sujet? Alors, effectivement, je pense que les évolutions dans le domaine de la sexualité, si on parle soit des pratiques, soit des représentations, on a besoin de temps pour les voir. Tout ce qui se joue dans le domaine de la sexualité, c'est une pratique sociale, donc ça évolue pas comme ça d'une semaine à l'autre, voire même d'une année à l'autre. On a besoin de beaucoup de recul. En France, on a la chance d'avoir, c'est vraiment une spécificité par rapport à tous les autres pays. On a des enquêtes sur la sexualité depuis un certain nombre de temps. Je parle d'enquêtes scientifiques rigoureuses. Et depuis les années 70, à peu près tous les 10-15 ans, on a des grandes enquêtes sur la sexualité qui permettent de voir comment les choses évoluent au fil du temps. Et le titre auquel vous faisiez référence, d'une décennie à l'autre, on pourrait le mettre au pluriel, c'est depuis les années 70. On voit des tendances très nettes dans le sens d'une évolution marquée des pratiques sexuelles. Et s'il fallait synthétiser ces évolutions, on pourrait dire qu'il y a un rapprochement assez marqué entre les déclarations des femmes et des hommes au fil du temps, vers un rapprochement, même s'il y a encore beaucoup de différences entre les sexes, et je pense qu'on y reviendra. Et au niveau des représentations, en revanche, et c'est ça qui est vraiment intéressant et qui nous interroge en tant que chercheurs, les évolutions sont beaucoup moins nettes, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de paradoxe où les pratiques évoluent, mais les représentations restent assez stables et continuent d'opposer ce qui est valorisé pour une sexualité féminine et ce qui l'est pour une sexualité masculine. Alors bien sûr, il y a toute une série de changements, mais la grande tendance, si vous voulez, c'est cette opposition entre des pratiques qui évoluent et des représentations qui évoluent beaucoup moins, et qui donc contribuent à ce que les femmes se sentent, en particulier dans des situations de ce qu'on pourrait qualifier un peu de tension contradictoire, parce qu'elles ont une vie sexuelle de plus en plus diversifiée, mais les représentations ne suivent pas. Alors avant de revenir un peu plus précisément, d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce décalage entre pratique et représentation, juste une parenthèse, vous disiez, la France, on est plutôt bien servi en matière d'études sur la sexualité par rapport à d'autres pays. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est lié à une histoire intellectuelle peut-être particulière autour de la réflexion sur la sexualité? Ça s'explique En comment? fait, il y a eu cette première grande enquête, le fameux rapport Simon dans les années 70, qui avait été réalisé donc par Pierre Simon et son équipe, qui était au lendemain de la légalisation de la contraception. Et cette enquête avait été conduite pour justement apprécier l'impact de la légalisation de la contraception sur les pratiques sexuelles. Il y avait quelques questions sur la sexualité, mais c'était vraiment la première enquête scientifique. Ensuite, la grande spécificité en France, c'est que la France dispose d'une agence nationale de recherche sur le sida, et qui, dès le début de l'épidémie en France, enfin 89, puisque c'est l'année où cette agence a été créée, a demandé la réalisation d'une grande enquête sur le sujet pour aider à guider les politiques de prévention. Et donc, on a fait cette première grande enquête en 1992, en fait la deuxième par rapport à l'enquête Simon, mais la première enquête avec une vraie problématique de sciences sociales et de santé publique. Et puis, elle a été répétée toujours à la demande de l'Agence de recherche sur le sida en 2006, et on en refait une l'année prochaine, toujours à la demande de cette agence ANRS. Donc on a une particularité, c'est que ces enquêtes, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays, ont été sollicitées par les pouvoirs publics, financées par les pouvoirs publics et réalisées en toute indépendance par les chercheurs. Alors j'imagine, Maya Mazoret, que ces enquêtes, elles vous servent pour votre documentation, et notamment celle que mène Nathalie Bajos. Vous diriez quoi? Vous retireriez quoi, vous, de ces enquêtes? Et peut-être déjà pour aller sur la question de l'évolution des pratiques sur les dernières années, qu'est-ce qui vous paraît le plus spectaculaire, ou en tout cas le plus notable? Oui, si je peux juste répondre au sujet des représentations dont on parlait juste avant, j'ai l'impression que ce ne sera pas très facile de faire évoluer des structures mentales dont on a hérité depuis des millénaires. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui considèrent que la structure même de notre pensée repose sur le fait qu'on soit dans la binarité. Il y a des hommes, il y a des femmes, et puis du coup il y a des actifs et il y a des passifs. Tant qu'on reste accroché à cette binarité-là, ça va être très difficile de faire changer les représentations. Parce qu'on a des corps un peu découpés en morceaux, et puis aussi parce qu'on a des hommes qui sont censés faire tout, qui sont censés s'occuper de la séduction active, contrairement à la séduction dite passive. Et on a des femmes qui continuent aujourd'hui d'être culpabilisées quand elles prennent les devants, quand elles ont une vie sexuelle importante. Et tout ça, ça nous donne aussi les contes de fées.
Et on a encore du mal, en fait, à créer les imaginaires qui seraient raccord avec la manière dont on fait l'amour aujourd'hui. Ensuite, pour répondre à la question sur les évolutions des 10 dernières années, s'il faut faire un petit peu un bilan de la décennie, je peux vous faire une réponse en 17 secondes ou en 17 heures, donc je vais faire la courte. On a vraiment remis en question beaucoup de choses, c'est-à-dire le sexe qu'on a. Déjà, c'est quoi avoir un sexe? Quel sexe? Est-ce qu'il y a des sexes au pluriel? Est-ce qu'on est sur une opposition ou sur quelque chose de plus continu? Ensuite, le sexe qu'on fait. Avec qui on le fait? Est-ce qu'on fait du sexe avec le spectre asexuel, par exemple? Comment? Est-ce qu'il y a du consentement? Est-ce qu'il y a une zone grise? Et puis, bien sûr, les représentations avec la pornographie, mais aussi des séries télévisées dans lesquelles il y a de plus en plus de scènes de nu. Donc, sur les 10 dernières années, je dirais qu'il y a eu une remise en question assez systématique d'absolument tous les domaines de la sexualité. Et je suis d'accord avec Nathalie sur le fait que moi, on me demande souvent c'est quoi la tendance sexe, comme s'il y avait des tendances printemps-été, automne-hiver. Non, évidemment que non, et évidemment que ça se travaille au temps long, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire qu'on fait l'amour comme nos parents ou nos grands-parents. Elle vient d'où cette remise en question, Nathalie Bajos? Elle est provoquée par quoi? La remise en question de la pensée binaire, si je reprends les termes qui viennent d'être évoqués par Maya. Alors, c'est tout un tas de... Je crois que, en fait, le point important, je crois, à comprendre, c'est que ce qui se joue dans la sphère de la sexualité, c'est pas du tout indépendant de ce qui se joue dans les autres sphères sociales. Et finalement, tous les rapports de pouvoir, les rapports sociaux de domination, qui structurent la société française, comme toutes les sociétés d'ailleurs, ces rapports construisent des rapports particuliers à la sexualité, aussi bien au niveau des pratiques que des représentations. Et c'est pour ça que les choses bougent difficilement, même si je suis tout à fait d'accord, il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent. Et donc ces évolutions récentes, enfin qui ont plus de visibilité aujourd'hui qu'elles n'en avaient auparavant, sont directement le fruit de changements sociaux importants qui sont en dehors de la sexualité. Je pense en particulier à l'essor spectaculaire des scolarités féminines, à l'entrée massive des femmes sur le marché du travail salarié, à la légalisation de la contraception et à la dépénalisation de l'avortement. Tous ces facteurs ont modifié, complètement, mais ont fortement modifié les rapports entre les hommes et les femmes dans la société. Mais ça veut dire, Nathalie Bajos, que vous faites un lien très direct entre ce qui est de l'ordre du politique Absolument. et ce qui relève de la sexualité, enfin, sachant Absolument. que la sexualité a évidemment une dimension politique. Le privé est politique, disaient les mouvements féministes dans les années 70. En dehors de ces mouvements sociaux que je viens de décrire très rapidement, il y a aussi une particularité qui explique cette remise en question de l'approche binaire dont on a l'habitude effectivement dès notre prime enfance. C'est tous les mouvements, je dirais, LGBT, tous les mouvements sociaux, féministes, tous les mouvements gays, lesbiens, trans, etc., qui ont acquis beaucoup plus de visibilité, qui se sont davantage structurés ces dernières années et qui interroge cette fameuse binarité femme-homme, masculin-féminin, qui était déjà interrogée par les anthropologues et les sociologues de longue date. Mais c'est vrai que ça a une visibilité sociale et politique et ça remet ça en question. Et pour autant, c'est vrai que ça existe, mais c'est, je dirais, encore à la marge dans certains milieux sociaux, intellectuels, culturels. Et il y a une très forte résistance politique à cette remise en cause de la binarité, parce que finalement, cette opposition, pour vraiment faire classique, production-reproduction, elle reste fondamentalement structurante du mode de fonctionnement de nos sociétés. Et tous ces mouvements qui remettent en cause cette approche binaire, les unes à l'affectivité et à la reproduction, les autres à la productivité, c'est quelque chose qui est tellement structurant de nos sociétés que c'est très difficile à remettre en cause. Et ces mouvements ont un caractère extrêmement subversif par rapport à cette structuration sociale. Vous qui êtes sociologue, Nathalie Bajos, est-ce que vous diriez qu'il y a certains milieux sociaux ou certaines générations qui seront plus sensibles à cette remise en cause que d'autres? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? C'est évidemment très compliqué, mais oui, la sexualité, c'est une pratique sociale. Donc, je veux dire, la meilleure preuve, parfois, c'est quelque chose qui est un postulat de base, je dirais, pour les sociologues, que parfois certaines personnes ont du mal à comprendre. Mais je crois que la meilleure démonstration pour rendre compte à quel point la sexualité est une pratique sociale, c'est de voir les évolutions dans le temps et les évolutions et les différences selon les pays. Par exemple, sur l'âge au premier rapport ou sur le nombre de partenaires, pourquoi on aurait de telles évolutions s'il n'y avait pas une dimension éminemment sociale dans la sexualité. Alors, cela étant dit, quand on dit que c'est une pratique sociale, ça veut dire qu'elle est marquée, qu'elle est structurée par les rapports sociaux que j'évoquais à l'instant, les rapports de genre, bien évidemment, mais aussi les rapports de classe, les rapports de race, les rapports de sexualité, de domination de l'hétérosexualité sur les autres sexualités. Et donc, oui,
tous les groupes sociaux ne réagissent pas de la même façon par rapport à des innovations et je dirais, des mouvements un peu subversifs de remise en question de cet ordre de pensée dominant. Et c'est pas spécifique à la sexualité. En général, les personnes qui disposent de davantage de capitaux culturels en particulier sont plus à même d'être critiques vis-à-vis de ces modèles dominants. Est-ce que vous vous posez la question, vous, Maya Mazoret, dans le cadre de vos chroniques, du public auquel vous vous adressez ? Ah, bien sûr. Dans le monde, on a un public qui a l'âge de mes parents, c'est-à-dire la génération des 68 arts. Donc effectivement, un public auquel moi, personnellement, je n'appartiens pas. C'était un petit peu la même chose quand je travaillais pour France Inter. C'est à peu près la même chose pour Le Temps en Suisse. Et bien sûr, ça veut dire que d'habitude, dans les médias, on parle d'une sexualité un peu jeune, libérée avec l'échangisme, le BDSM, comme ça, le polyamour, ce genre de nouvelles pratiques, ou alors les sites de rencontres. Mais moi, je m'intéresse plutôt aux personnes qui sont en couple depuis 30, 40, 50 ans. Et leur sexualité n'est pas moins intéressante. Et ces populations-là ne sont pas moins traversées par les profondes remises en question dont Nathalie Bajos vient de nous parler. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, alors, par rapport à cette nouvelle pratique sexuelle et ce public auquel vous vous adressez, qui ne les a peut-être pas adoptés, le sentiment d'une forme de ringardise, de se dire, bah voilà, moi, si je ne sais pas, si on n'est pas dans un trouble, si on est dans un couple hétérosexuel, on est un petit peu ringard. Moi, je me souviens d'une chronique que vous aviez signée sur une forme de réhabilitation du missionnaire du samedi soir. C'est vrai que c'est quelque chose, finalement, qu'on retrouve assez peu dans les chroniques consacrées à la sexualité. On a l'impression que finalement les sexualités qui sont un petit peu marginales, alors si on les additionne, elles sont sans doute beaucoup moins marginales que je ne le dis, mais et finalement la sexualité qui serait alors la plus répandue, finalement, apparaît assez peu dans la médiatisation. Ouais, d'autant qu'il y a parfois une petite arrogance de la part des 68 arts qui nous écoutent ce matin, j'en suis sûre, parce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont appelé la révolution sexuelle. Donc ils ont l'impression que c'était génial à ce moment-là, parce qu'évidemment ils étaient jeunes, qu'ils ont tout changé, qu'il y avait une espèce de liberté sexuelle extraordinaire. D'ailleurs, on le voit avec l'affaire Gabriel Maznaf, dont on parle en ce moment. Un espèce de moment où les plus grands noms de la pensée française pouvaient signer des manifestes pour faire sortir de prison des pédophiles. Donc, quand on arrive là, à mon âge, et qu'on dit il y a plein de choses différentes qui se font, il y a la privatisation de la rencontre, il y a les sextoys, il y a la technologie, il y a le polyamour, il y a les mouvements queer, et puis peut-être qu'il y a la transidentité aussi, on a l'impression en fait d'une révolution sexuelle à laquelle la génération de mes parents est très attachée, et à laquelle ma génération trouve pas mal de manquements, et notamment justement en l'absence de remise en cause de la binarité. Et par exemple, malgré le fait qu'il y ait eu la légalisation de la contraception et de l'avortement, il y a eu en fait quelque part un manquement de changement des pratiques sexuelles, où on reste quelque part sur des techniques sexuelles qui servent avant tout à produire des bébés avant de produire du plaisir. C'est-à-dire que la pénétration vaginale, si on ne veut pas faire d'enfant, il n'y a pas particulièrement de raison de le faire au moins systématiquement. Donc oui, c'est agréable, mais par exemple, pour les femmes, c'est moins agréable qu'une stimulation à la fois du vagin, du clitoris, et juste d'embrasser son partenaire. Et ça, c'est difficile à dire pour les personnes plus âgées, de dire oui, vous pensez avoir révolutionné la sexualité, mais vous avez révolutionné la reproduction et pas la sexualité. Qu'en pensez-vous, Nathalie Bajos ? Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit sur la centralité de la pénétration vaginale dans on appelle les scripts de la sexualité, et on le voit dans toutes les enquêtes. Et c'est effectivement une pratique qui procure beaucoup moins de plaisir aux femmes que les caresses du clitoris. Pour autant, je crois que ce qui a changé, et encore une fois, je pense que je partage tous les exemples que Maya vient de donner, mais ça s'inscrit vraiment dans le long terme. Et ce qu'on voit quand on regarde les choses depuis le début des années 70, c'est vraiment une évolution continue, et en particulier une diversification croissante du répertoire d'activités sexuelles des femmes. Donc les choses évoluent, on pourrait souhaiter qu'elles évoluent davantage, mais encore une fois, c'est ce qu'on observe, ça reste marqué par des inégalités entre les sexes qui existent dans les autres sphères sociales et qui se retrouvent dans la sexualité.
Mais ce que je voudrais dire aussi, et c'est une autocritique vis-à-vis des chercheurs et des chercheuses elles-mêmes, c'est que finalement, cette centralité de la pénétration qui a été, je dirais, renforcée par les enjeux de l'épidémie d'infection à VIH, on avait une vision assez épidémiologique de la sexualité et des risques qui s'y rattachent. L'épidémie d'infection à VIH, bien sûr, les autres IST, les grossesses non prévues, etc. Mais que finalement, on s'en est rendu compte notamment dans la dernière enquête où on a regardé un peu en détail toutes les pratiques de sexualité non pénétrative et on s'est rendu compte que finalement, c'était beaucoup, beaucoup plus important que ce qu'on pensait dans la société française et que ce n'était pas du tout les fameux préliminaires pour se préparer à l'acte pénétratif, entre guillemets, à la radio c'est plus difficile, normal. Et que ça procurait énormément de plaisir aux personnes. Et donc en fait, c'est vrai qu'il y a une espèce d'omerta qui persiste encore sur la grande diversité des pratiques sexuelles qu'on retrouve beaucoup plus dans les personnes qui ont une sexualité non hétérosexuelle ou non exclusivement hétérosexuelle et qui a besoin aussi d'émerger, d'avoir une visibilité sociale et politique. Mais cette omerta, Nathalie Bajos, elle vient d'abord des femmes qui n'osent peut-être pas le dire, de le dire aussi clairement que vous le faites ce matin sur cette antenne. Est-ce que ça vient d'abord des hommes qui soit ne sont pas au courant, soit n'ont peut-être pas envie de l'être et d'essayer de comprendre comment fonctionne aussi la sexualité féminine parce que peut-être que la pénétration répond à ces codes de la virilité qui remontent là encore à des temps extrêmement anciens et qui sont très difficiles à faire bouger. Oui, alors ça revient un peu de tout. En tout cas, je dirais pas que c'est pas la faute aux hommes ou la faute aux femmes. D'abord. C'est pas de dire la faute, mais c'est effectivement encore une fois le fait que quand on pense sexualité, on pense rapport sexuel. Quand on pense rapport sexuel, on pense pénétration. Et quand on pense pénétration, on pense surtout pénétration vaginale. Et les hommes d'ailleurs plus que les femmes, autre type de pénétration, la pénétration anale en particulier. Je crois que c'est effectivement extrêmement complexe. Ça vient en particulier, mais pas que, d'un problème de connaissance. Vous n'êtes pas sans savoir cette invisibilisation totale, quasi totale du sexe féminin et en particulier du clitoris, du plaisir, etc. C'est plus le cas aujourd'hui. Si, c'est toujours le cas. C'est dans les manuels de SVT maintenant, c'est beaucoup relayé dans la presse. C'est depuis peu dans les manuels de SVT, depuis très peu de temps dans les manuels de SVT. C'est effectivement, on en parle pas mal dans les médias, il y a eu des expositions, des affiches dans la rue, etc. Non, les choses ont incontestablement évolué. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire puisqu'on n'en parlait pas. Mais pour autant, de là à dire qu'on parle du plaisir féminin sans aucun problème et de manière aussi facile qu'on peut parler du plaisir masculin, la réponse est évidemment non, parce que ça renvoie à autre chose. Je disais, la connaissance est un point important, et heureusement qu'aujourd'hui on parle du clitoris dans les manuels de SVT, mais pour autant ça ne suffit pas il ne suffit pas de savoir pour pouvoir avoir d'autres formes de sexualité. Je crois que la question de la diversité des sexualités est quelque chose de vraiment important et qu'il faut arriver à changer de paradigme et ne plus être dans un paradigme qui était quand même assez prévalent jusqu'à il y a peu, de la tolérance vis-à-vis des autres formes de sexualité, à faire passer l'idée qu'il n'y a pas une sexualité, il y a des sexualités et que le seul critère qui compte finalement, c'est le consentement entre les personnes qui s'adonnent à des pratiques sexuelles, quelle que soit la sexualité, homo, hétéro, bi, etc., etc., etc. Et là, il y a vraiment un changement de paradigme à faire passer. Si vous voulez, c'est tout un système qui est en place. Et pour arriver à faire changer le système, il ne suffit pas de tirer sur une petite ficelle, il faut arriver à jouer sur plein de manettes au même moment. C'est pour ça que c'est difficile à faire bouger. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Maya Mazorette, puisque vous savez faire des réponses en 17 secondes, qu'est-ce que c'est qu'une sexualité optimiste, ludique et éthique ? Je dis 17 secondes parce que vous l'avez dit il y a 5 minutes. Hein. Exactement. Ce serait une sexualité qui ne soit ni ennuyeuse, où on parle toujours de la routine, ni douloureuse, parce que souvent, quand on nous demande de pimenter notre vie sexuelle, on utilise pour ça des émotions qui sont plutôt désagréables, comme la peur, la douleur, l'humiliation, les insultes, les pratiques de dissolution de groupe. Et il se trouve qu'il y a un répertoire de la zone blanche qui va bien au-delà de l'ennui et bien au-delà de la douleur. Voilà. Eh bien bravo, vous avez tenu le timing. Oui, Nathalie Bajos. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est aussi penser qu'on n'est pas obligé d'avoir des pratiques sexuelles. On peut aussi être très bien toute sa vie ou à certains moments de sa vie, et qu'il y a aussi cette injonction à avoir une vie sexuelle épanouie et heureuse. Alors, c'est très important de faire découvrir toutes les zones blanches et d'en parler comme le fait régulièrement Maya Mazorette, mais le fait de ne pas avoir de sexualité, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait normal.
Merci beaucoup Nathalie Bajos et merci Maya Mazorette. Le sexe selon Maya aux éditions de La Martinière. Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière. Merci à toutes les deux.